La notion d'association est centrale dans l'interprétation qui a été donnée aux phénomènes liés à l'apprentissage jusqu'au milieu du XXe siècle. Déjà, au XVIIe siècle, des philosophes comme John Locke ou David Hume l'utilisaient et surtout Hermann Ebbinghaus y a fait largement appel pour interpréter les résultats de ses recherches sur la mémoire menées à la fin du XIXe siècle. Ce qui caractérise avant tout l'apprentissage par association, c'est le fait que l'apprentissage se construise par l'association entre un stimulus et une réponse. À cela, John Watson ajoute la nécessité, pour fonder une approche scientifique de l'apprentissage, de s'intéresser uniquement aux éléments observables. Pour cela, il propose ce postulat de la boîte noire, selon lequel ce qui se passe entre le stimulus et la réponse est inaccessible à toute investigation scientifique. À travers l'idée de la boîte noire, Watson pose les principes du behaviorisme, selon lesquels l'analyse des mécanismes d'apprentissage doit se fonder uniquement sur ce qui est directement observable, à savoir le stimulus et la réponse. Une première forme d'apprentissage par association, connue sous le nom de conditionnement classique, a été étudiée par le chercheur russe Ivan Pavlov. Dans le renforcement classique ou conditionnement répondant, la construction du nouveau comportement est basée sur l'utilisation d'un comportement inné, appelé réflexe. En l'occurrence, dans les expériences de Pavlov, la salivation du chien auquel on présente de la nourriture. Une deuxième forme, proposée par Edward Till Thorndike, est connue sous le nom d'apprentissage par essai-erreur. Celui-ci repose sur l'utilisation d'une boîte à problèmes qui peut s'ouvrir en manipulant différents systèmes. Une troisième forme est liée au nom du psychologue américain Burrus Skinner. Celui-ci s'appuie très largement sur les travaux de Thorndike, tout en s'efforçant d'en systématiser les apports à travers une technique appelée conditionnement opérant. Physiologiste de formation, Pavlov fonde son approche à la fois sur le modèle associationniste et sur l'étude des réflexes. De ce rapprochement découle son expérience la plus classique, basée sur le constat que, comme le montre le schéma du haut, la présentation de nourriture à un chien entraîne un réflexe de salivation. Cette expérience se déroule en 3 étapes selon le schéma présenté dans la dia. À l'étape 2, l'expérimentateur fait retentir une cloche en même temps qu'il présente de la nourriture à un chien. On observe que le chien continue à saliver. Puis on répète un certain nombre de fois cette association entre le son de la cloche et la présentation de la nourriture. On constate, à l'étape 3, que, suite à cette répétition, l'animal salive à la seule audition de la cloche. Même si les mécanismes en œuvre dans le conditionnement répondant ont été mis en évidence chez l'être humain, leur portée en ce qui concerne l'apprentissage en milieu scolaire ou académique reste fort limitée. Par contre, les principes du conditionnement classique ont été utilisés avec succès pour traiter différentes formes de problèmes psychologiques, relevant notamment des phobies, comme la peur des araignées ou des espaces publics, par des techniques dites de déconditionnement ou de désensibilisation. Le conditionnement classique permet également d'expliquer certains comportements sociaux sur lesquels s'appuie notamment la publicité. La publicité utilise des vedettes du sport ou du cinéma pour présenter des produits et profiter ainsi de la réaction émotionnelle positive associée à ces personnalités. Comme l'indique la dia, l'évocation d'une vedette bien connue entraîne une réaction émotionnelle positive de la part des personnes exposées à la publicité. Cette vedette sera ensuite associée au produit dont on veut assurer la promotion pour, au final, espérer obtenir la réaction positive à la seule présentation du produit, de la même manière que le chien salivera au son de la cloche seule. Les travaux de Thorndike ont très fortement marqué la première moitié du XXe siècle, par le caractère essentiellement expérimental de la démarche qui a été mise en œuvre, et l'adhésion au principe du behaviorisme, même si certains aspects de son modèle ont par la suite été l'objet de critiques de la part des behavioristes les plus radicaux. Ces travaux représentent, on dire des spécialistes, la première tentative systématique pour dégager les lois fondamentales de l'apprentissage dans le cadre d'une psychologie scientifique. Le dispositif utilisé par Thorndike est simple. On enferme un chien affamé dans une cage comportant une porte munie d'un loquet. Un peu de nourriture est placée à l'extérieur. Si l'animal manœuvre correctement le loquet, la porte s'ouvre et il peut atteindre la nourriture. Placé dans cette situation, l'animal manifeste des comportements divers dits exploratoires. Puis, par hasard, il manœuvre le loquet, ce qui libère l'animal et lui donne accès à la nourriture. Lorsqu'on recommence l'expérience, on s'aperçoit que le temps mis par l'animal pour sortir de la cage décroît progressivement. Au bout d'un certain nombre d'essais, l'animal parvient à ouvrir le loquet dès qu'il est placé dans la cage. L'apprentissage est alors considéré comme réalisé. Le comportement de l'animal peut être représenté sous la forme d'une courbe d'apprentissage, en mesurant à chaque essai le temps qui s'écoule entre le moment où le chat est placé dans la cage et celui où il parvient à manœuvrer le loquet pour sortir. Sur le graphique, le temps est présenté en ordonnée et les essais successifs en abscisse. On voit nettement que le temps nécessaire à l'animal pour sortir de la cage décroît en fonction des essais, jusqu'à être proche de 0, ce qui correspond à la capacité de l'animal à sortir directement de la cage où il est enfermé.
C'est à partir de nombreuses observations comme celles que nous venons de décrire que Thorndike va formuler ses lois de l'apprentissage, dont les deux principales sont la loi de l'exercice et la loi de l'effet. La loi de l'exercice établit que les connexions entre la situation et la réponse sont renforcées par l'exercice, l'entraînement, et affaiblies lorsque l'exercice est arrêté. Le renforcement des connexions entre une situation, la cage dans laquelle se trouve l'animal, et la réponse, la manipulation adéquate du loquet, conduit à une augmentation de la fréquence d'apparition de la réponse correcte. La loi de l'effet, pour sa part, met en évidence qu'une connexion est renforcée ou affaiblie par l'effet de ses conséquences. Si la connexion situation-réponse est suivie d'un état de satisfaction du sujet, c'est-à-dire une récompense, elle est renforcée. S'il est suivi d'un état non satisfaisant, une punition, elle est affaiblie. Par exemple, l'animal qui, suite à une manipulation du loquet, pourra sortir de la cage, aura tendance à répéter la même manipulation lorsqu'il se retrouvera dans la même situation, c'est-à-dire enfermé dans une cage. Thorndike insiste beaucoup, comme le fera Skinner par la suite, sur le fait que pour qu'un apprentissage puisse se réaliser, il est essentiel que l'animal soit actif. Au départ, il procède par une série d'essais infructueux, puis par la suite sa conduite s'affine pour éliminer progressivement les comportements les moins efficaces et aboutir de plus en plus rapidement à une solution. Thorndike désigne cette forme d'apprentissage par l'expression « apprentissage par essai-erreur ». Comme l'illustrent les deux vignettes de bande dessinée présentées, l'essai-erreur est également très largement présent dans l'apprentissage humain. L'enfant essaie d'abord sans succès d'introduire la forme dans le trou inadéquat, puis passe à un autre trou où cette forme entre plus aisément. Par la suite, on peut penser que l'enfant trouvera directement l'emboîtement à réaliser. Oui, professeur de Pover, je vois maintenant l'importance de ces lois, mais ces résultats ont été obtenus dans le cadre de recherches sur l'animal. Sont-elles valables pour autant en ce qui concerne l'apprentissage humain? La remarque est pertinente, et c'est d'ailleurs une des principales difficultés de la méthodologie de recherche mise en place par les behavioristes. En effet, l'application des recherches que nous venons d'évoquer à l'apprentissage humain repose sur l'hypothèse issue des travaux de Charles Darwin, et fort en vogue à l'époque, de la continuité des espèces entre l'animal et l'homme. Sur cette base, il est apparu normal à ces chercheurs d'accepter l'idée que les phénomènes expliquant le comportement animal peuvent aussi servir à comprendre le comportement humain. Mais concrètement, comment envisagez-vous l'application en classe des lois de l'apprentissage mises en évidence par Thorndike? Par exemple, Thorndike a proposé en 1922, dans un ouvrage intitulé La psychologie de l'arithmétique, un certain nombre d'exemples d'application de sa méthode à l'apprentissage chez l'homme. Pour cet auteur, l'enseignement d'une compétence repose sur une décomposition de celle-ci en ses composantes élémentaires. Ainsi, l'addition écrite de deux nombres, de deux chiffres, implique la maîtrise d'un certain nombre de compétences telles que aligner correctement les chiffres en colonne, additionner deux nombres d'un seul chiffre, réaliser le report à la dizaine. Pour maîtriser l'addition écrite de deux nombres de deux chiffres, il est essentiel de maîtriser chacune de ces sous-compétences, mais aussi de pouvoir les mettre en œuvre simultanément. Cette approche conduit aussi l'auteur à proposer des fiches de progression centrées sur l'entraînement à chacune des sous-compétences impliquées dans l'addition de deux nombres. Cette focalisation sur l'exercice aveugle et répétitif, ce qu'on appelle souvent le drill, a par la suite fait l'objet de nombreuses critiques, basées sur l'argument selon lequel le drill ne conduit pas à une compréhension profonde des notions, alors que le but premier de l'arithmétique, c'est de raisonner sur des quantités, plutôt que de réaliser des opérations sans compréhension profonde de celles-ci.